Coucou tout le monde, c'est Sophie alias Malivriotech, Udvözöljük. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à la littérature hongroise. Je suis à Szeged, dans le sud du pays, et c'est une petite ville universitaire fort sympathique. Il se trouve que ce voyage était absolument pas prévu. J'ai seulement appris il y a 2 mois et demi que j'allais faire cette vidéo, que j'allais faire ce voyage du coup, et ça a été un petit peu le rush. J'ai quand même réussi à lire 11 livres, presque 12, parce qu'il se trouve que y en a un quand même qui était très gros et que franchement c'était pas possible de le finir dans les temps. Donc 11 livres, presque 12, 7 auteurs. J'ai essayé bien sûr de prendre les auteurs les plus connus. Tous les auteurs que j'ai lus sont complètement encensés par la critique. Pour certains, ce sont des icônes de la littérature. En tout cas, ce sont tous des personnages très connus de la littérature hongroise dans le pays et peut-être dans les pays alentours. Néanmoins, en ce qui concerne la France, la littérature hongroise, on ne peut pas spécialement dire qu'elle soit très développée, très connue. Alors comme j'ai eu 2 mois et demi pour lire, j'ai un peu pris ce que j'ai trouvé. C'est pour ça que j'ai réussi à lire aussi bien en français qu'en anglais des traductions disponibles à l'université de Stanford. En ce qui concerne les traductions françaises, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a énormément de livres qui datent des années 70, des années 80, mais qui ont seulement été publiés dans les années 90 ou 2000 en français. Alors pourquoi cet intérêt soudain? On ne sait pas forcément trop. Ça m'intéresserait en tout cas de savoir la raison pour laquelle il y a eu cet intérêt soudain pour la littérature hongroise du côté de la France. Si quelqu'un connaît la réponse à cette question, je suis preneuse. Allez, la littérature hongroise, c'est parti. Parmi les thèmes de prédilection dans la littérature hongroise, il y a bien évidemment tout l'aspect historique du pays avec l'Empire austro-hongrois, la Deuxième Guerre mondiale et bien évidemment l'invasion russe après et tout le communisme. Le souci avec ce thème-là, c'est qu'évidemment, nombre d'auteurs situent leurs histoires dans des périodes historiques que nous connaissons, sauf que comme c'est du point de vue de la Hongrie, qui faisait partie de l'Axe, eh bien, ça fait pas vraiment partie de la culture G française. Et c'est un peu difficile de tout percevoir, de tout resituer, de tout bien comprendre. C'est malheureusement peut-être le problème avec ce thème-là. Quelque chose d'autre qu'on retrouve énormément dans la littérature, bien évidemment, ça va être la culture hongroise, et notamment toute la partie gastronomique. Alors, il va être fait beaucoup mention du paprika, des poivrons, du goulash. Alors j'avoue, j'ai goûté, c'est extrêmement bon, surtout quand c'est bien parfumé. Et puis la palinka qui est cet alcool fort parfumé, c'est vraiment très bon aussi d'ailleurs. Quelque chose par contre qui m'a beaucoup marqué dans la lecture de tous ces livres, avec tous ces auteurs, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, ça va être le manque incroyable de détails ou de précision. Et au final, j'ai fini par appeler ça le flou hongrois, parce que le manque impressionnant de détails va être constamment utilisé. Le flou est entretenu. On ne sait jamais vraiment très bien qui parle, quel est le sujet, quand ça se passe, le but de l'histoire. Ouais, ça commence à faire beaucoup des fois. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de bouquins que j'ai lus dans la sélection qui m'ont un peu laissé pantoise. Et c'est une tendance qu'on retrouve chez beaucoup d'auteurs. Alors pas forcément chez Magda Szabo ou Sándor Márai, mais il y en a qui sont les maîtres dedans. Hein. Péter Nadaš, par exemple, attention, je te vois. Hein. Alors, maintenant que j'ai déjà mentionné quelques noms d'auteurs, je vais quand même préciser que je ne parle pas hongrois, je ne suis pas du tout au fait de la langue magyare. Donc, je vais probablement écorcher certains noms, mes excuses d'avance. Le premier auteur dont on va parler, c'est Frigyes Karinthy. Alors, il se trouve qu'en hongrois, normalement, on met le nom de famille avant le prénom, mais moi, je vais faire l'inverse. Donc, Frigyes Karinthy, lui, j'en ai lu 2. Il se trouve que c'est un auteur qui écrit l'absurde. Le problème, c'est que c'est pas vraiment pour tout le monde. Il a un humour un peu spécial qui m'a atteint quelques fois, mais les trois quarts du temps, non. Il écrit de l'absurde, certes, mais c'est pas au niveau de Kafka. Le premier roman que j'ai lu de Frigyes Karinthy, c'est Reportage céleste
de notre envoyé spécial au paradis. Alors celui-là, ce qui est très intéressant, c'est que je l'avais repéré bien avant de savoir que j'allais faire ce voyage. Donc en fait, je l'avais acheté pour moi-même. Donc c'était tout bénef, hein. J'ai vidé la balle tout en préparant cette vidéo. Ça arrive pas souvent. Dans le reportage Céleste, le pitch en fait est super intéressant. C'est l'histoire d'un journaliste qui propose de faire un reportage dans le monde de l'au-delà pour un magazine. L'idée est super intéressante. C'est juste que la mise en œuvre par l'auteur est super terre à terre. Moi, ça m'a beaucoup gênée. Ah oui, et puis c'est présenté aussi à la façon de Dante, l'enfer de Dante avec tous ces mondes, etc. Je sais plus, il y en a 8 ou 9. Et il se trouve que l'auteur a organisé son œuvre de la même manière, enfin, le trajet de son personnage de la même manière. Le personnage principal, Old Time, il s'appelle, va donc traverser tous ces cercles, des espèces de mondes successifs. Et le problème, c'est que c'est tellement bizarre, c'est-à-dire que pas tous les êtres de lumière y ont accès. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, il y a des espèces de niveaux, donc c'est en fait très matériel et pour y accéder, il doit prendre un train ou pour y accéder, il doit avoir de l'aide. Il fait son voyage notamment grâce au personnage de Diderot. C'est très intéressant, c'est juste qu'en fait, en ce qui me concerne, ça m'a vraiment gênée parce que c'était pas assez finalement ésotérique. Et pendant ma lecture, j'ai beaucoup finalement pensé au Thanatonautes de Bernard Weber, qu'à l'époque, quand j'ai lu, bon c'était il y a 20 ans, j'avais trouvé largement plus intéressant, parce que c'était tellement découverte après découverte après découverte après découverte. Or, Old Time finalement ne fait pas des masses de découvertes. Bon, il va décrire un petit peu les environs, à quoi ça ressemble, finalement, quelle est son expérience en tant qu'être vivant mais qui est de l'autre côté. C'est assez bizarre. Et avec ce style de description, finalement, on se retrouve à parler d'un endroit qu'on appelle le paradis, mais en fait ça n'a strictement rien de paradisiaque. Ça fait pas rêver, ça fait pas du tout envie. Je veux dire, les gens qui prient et qui espèrent qu'il y a un au-delà, honnêtement, non, quoi. Alors est-ce que le but de l'auteur était justement de démystifier ça, de prouver par A plus B, grâce à son histoire un peu tirée par les cheveux, qu'il n'y avait pas d'au-delà? Honnêtement, il y a de quoi se poser la question, mais je suis vraiment pas sûre que ce soit le but de l'ouvrage. Le deuxième livre lu de cet auteur, c'était Voyage autour de mon crâne. Et là, c'est plutôt une espèce d'autobiographie qu'on va qualifier quand même de fictive. Pourquoi une autobiographie? Parce que l'auteur, quand il était jeune, finalement quelques années avant de décéder, a eu une tumeur au cerveau. Et c'est cette histoire qu'il va raconter dans cet ouvrage-là. Le problème, c'est que c'est complètement romancé, parce qu'il y a des parties qu'il raconte sur son expérience qu'il ne peut pas du tout avoir vécu, puisqu'il était inconscient, ou alors sur la table d'opération, ou alors dans le coma. Alors bon, même s'il voulait raconter ses rêves ou ses expériences extrasensorielles, même s'il avait des souvenirs de ça en sortant, c'est pas possible qu'il en sache autant. C'est pour ça qu'on peut se dire que c'est un peu complètement tiré par les cheveux, il y a forcément de l'absurde, il y a encore une fois de l'humour dans celui-là. Moi j'ai trouvé ça très drôle quand finalement il écrit que toute l'Europe veut savoir comment il va alors qu'il est en train d'être opéré. C'est assez drôle parce que c'est juste pas possible. Bien évidemment, en tant qu'auteur connu, tu as des relations, mais savoir que toute l'Europe est à ton chevet, c'est un petit peu drôle. En tout cas, voilà, tout ça pour dire que si on veut découvrir cet auteur, faut peut-être mieux commencer par celui-là. Il est quand même très, très, très connu comme auteur. Le deuxième auteur dont on va parler, c'est Imre Kertész. Lui, il est plutôt concentré sur les effets ravageurs de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il a été très tôt, très jeune, emprisonné dans un camp de concentration, enfin dans plusieurs camps de concentration. Et du coup, cette expérience l'a traumatisé et forcément a marqué son œuvre. Il se trouve que pour lui, j'ai aussi lu 2 livres. J'ai globalement essayé de lire 2 livres à chaque fois pour chaque auteur, même si à la fin ça a été un peu difficile. Néanmoins, pour lui, j'ai lu 2 livres et le problème, c'est que j'ai lu le premier, Le chercheur de traces, avant le deuxième, Être sans destin, alors que j'aurais dû faire complètement l'inverse. Pourquoi? Parce que Le chercheur de traces, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui... alors, pas de nom, pas de précision sur les lieux, pas de précision sur l'aspect temporel non plus. On sait qu'il a une mission
Voilà, c'est un homme, il se rend quelque part, il a une mission. Il veut pas ramener sa femme, il sait qu'il a fait une erreur d'avoir emmené sa femme. Il se rend quelque part, il veut pas dire pourquoi, il cherche quelque chose, on sait pas très bien quoi. Et en fait, c'est seulement, aussi bien avec l'aide de Wikipédia, mais aussi après une réflexion intense à la fin de la lecture, qu'on arrive à comprendre que cet homme cherche en fait à comprendre ce qui est arrivé. Il retourne sur les lieux du drame. Et le drame, au final, on comprend que c'est le fait d'avoir été emprisonné dans un camp de concentration. Et il revient des années et des années après. Et pourquoi c'était une erreur de lire ce livre avant l'autre? C'est tout simplement parce que je ne savais pas à ce moment-là encore que Imre Kertész était un ancien détenu des camps de concentration. Forcément, ça aide pas à la compréhension. Forcément, j'ai eu une mauvaise expérience avec ce livre parce que pour moi, j'étais un peu en mode, mais ok, quand je l'ai fini, et alors, voilà. Par contre, Être sans destin, alors là, c'est vraiment un livre à mettre entre toutes les mains. Il fait partie de tous ces romans de juifs qui ont pu écrire après leur détention dans les camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme par exemple Si c'est un homme de Primo Levi ou L'écriture ou la vie de Jorge Semprin, et puis aussi un petit peu Anne Frank et son journal. Bon, c'est pas du tout les mêmes âges, néanmoins, il en faut pour tous les âges. Je pense qu'il faut monter crescendo dans la découverte et la compréhension et l'appréhension historique. Forcément, ce livre, il est intéressant parce que il est différent des autres. Comme il avait 15 ans quand il a été emprisonné, l'auteur s'était forcé à écrire son récit du point de vue du jeune. Donc, c'est super intéressant parce que c'est très naïf. L'écriture est à la fois simple et belle, mais vraiment simple à comprendre. Donc pour des jeunes, des adolescents de 15-16 ans, je pense que c'est super abordable. Il se distingue finalement par cet aspect naïf, jeune, un peu gauche. Pendant très longtemps, au début du récit, avec ses copains, ils vont un petit peu s'amuser de la situation. En fait, ils vont complètement se barricader, fermer leurs yeux face à toute l'horreur qui peut se dérouler devant eux. Peut-être parce qu'ils n'ont jamais été prévenus de ce qui se passait à l'extérieur, ou alors parce qu'ils ne pouvaient pas le comprendre, parce qu'ils étaient trop jeunes, ou peut-être parce qu'ils refusaient complètement la réalité des choses. Et c'est ce processus-là qu'on lit, surtout au début du livre, qui est absolument passionnant, même si bien évidemment ça relate des faits complètement terribles. Pour un lecteur qui découvre, c'est essentiel. Comme il est naïf, il y a énormément de choses qu'il ne comprend pas, et il échappe à la mort un nombre incalculable de fois sans s'en rendre compte. Et finalement, il est extrêmement chanceux. La philosophie, les questions un petit peu éthiques ne viennent qu'à la fin, probablement parce qu'il a mûri d'une certaine manière, même si c'est encore assez léger. Et puis après, on passe, si on veut, à Si c'est un homme de Primo Levi ou L'écriture ou la vie. Lui, je l'ai pas encore lu. Il est sur ma liste depuis un nombre incalculable d'années. Je ne compte plus maintenant. En tout cas, Imre Kertész, c'est vraiment un auteur qu'il faut découvrir. Il a écrit beaucoup d'autres titres. Et c'est un auteur que moi, j'aimerais poursuivre. Alors, je suis tellement bien installée et je suis tellement tranquille ici que je vais rester pour parler de l'auteur suivant. Il s'agit de Sándor Márai. C'est un auteur beaucoup plus vieux, beaucoup plus classique que les autres que j'ai lus. Il situe ses histoires dans l'Empire austro-hongrois, donc forcément. En tout cas, j'ai lu 2 de ses romans. Il s'agit des Braises, c'est son roman le plus connu, et puis Métamorphose d'un mariage. Je sais bien que c'est pas le plus important, mais je l'ai lu juste parce qu'il était en français, c'était fort. Disons que lire une traduction dans sa langue maternelle, c'est quand même mieux que de lire une traduction dans sa langue d'adoption. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pourquoi lui, moi, je l'ai bien aimé? Parce que, tout simplement, je l'ai trouvé beaucoup plus facile d'accès. Parce qu'il est beaucoup plus classique. Parce que les phrases qu'il écrit ne sont pas obscures. Tout est plus clair. C'est de l'écriture du 19e siècle, début du 20e, donc forcément, le livre répond à des codes d'écriture de l'époque. Comme c'est beaucoup moins moderne, on rentre pas dans cette espèce de tendance de flou qui a émergé visiblement au 20e siècle et que les auteurs modernes hongrois semblent apprécier. Certes, des fois, les détails semblent optionnels, mais globalement, la compréhension est beaucoup plus facilitée que dans les autres bouquins. Les Braises, ça raconte l'histoire de 2 hommes qui ont une amitié qui a duré toute leur vie, sauf que ils étaient très liés quand ils étaient jeunes. La vie les a séparés. Et l'histoire de ce roman se focalise donc sur leurs retrouvailles alors qu'ils sont septuagénaires. Et apparemment, ils ont des choses à se reprocher. Et il y a des choses qui n'ont pas été expliquées. Ils s'en veulent. Une forme de, peut-être de revanche se met en place. Et finalement, c'est un dialogue, un très long dialogue, bien évidemment entrecoupé de descriptions, mais majoritairement, ce sont des monologues dans des dialogues sur les raisons qu'ont chacun de croire ce qu'il croit. C'est extrêmement bien écrit.
C'est vraiment une plume très fluide, très agréable. Leurs échanges sont absolument fascinants. C'est très répétitif parfois, mais ça reste engageant. On a envie de continuer la lecture. Ça fait partie de mes préférés vraiment dans ma découverte de la littérature hongroise. Le deuxième roman que j'ai lu de cet auteur, il s'agit de Métamorphose au pluriel d'un mariage. Et en fait, c'est l'histoire d'un couple. Chacun a ses propres pensées et ses propres points de vue sur leur relation. Et c'est là que c'est fascinant parce qu'il y a autant de parties dans cet ouvrage qu'il y a de protagonistes. Et donc, il y a autant de points de vue différents sur une même portion de vie commune. Chacun, bien évidemment, va percevoir les choses de manière différente. Comme c'est beaucoup d'introspection, l'auteur va faire en sorte de narrer les choses de leur point de vue. C'est vraiment bien fait parce que il le fait pour une femme, pour la femme du couple, pour l'homme du couple, et il va le faire, attention, spoiler plus ou moins, pour la maîtresse de l'homme. Et chacun a complètement des points de vue différents, des idées différentes, des pensées différentes, des interprétations différentes sur chacun des événements qu'ils partagent ensemble. Passionnant, vraiment passionnant. Le problème, c'est que c'est long pour ce que c'est et un peu répétitif. En tout cas, c'était un roman très intéressant à lire. Sándor Márai a écrit énormément de livres. Et parmi ceux que j'aurais aimé lire si j'avais eu du temps, il y avait Libération. J'ai entendu dire de ce livre que de bonnes choses. Apparemment, il fait partie des plus connus de cet auteur. L'auteur suivant s'appelle Peter Nadash. De Peter Nadash, je n'ai eu le temps de lire qu'un seul roman, ça s'appelle La fin d'un roman de famille. J'ai essayé de lire le livre des mémoires, apparemment son roman le plus conséquent, le meilleur de toute son œuvre, sauf que j'ai pas du tout eu le temps de le finir. Finalement, c'est un peu l'auteur qui représente le mieux ce flou hongrois dont je parlais plus tôt dans mon introduction, parce que ce qui est ahurissant, c'est que il y a un manque cruel de détails. On part dans des digressions et des métaphores infinies et des figures de style. Le problème, c'est que quand il y a presque zéro contexte, c'est un peu dur à suivre, quoi. C'est super complexe. La fin d'un roman de famille, je vous avouerai que je l'ai lu, mais je suis ressortie de ce livre un peu... je sais pas quoi en penser. Comme le flou global qu'il entretient empiète sur la compréhension, forcément l'intérêt descend. Le problème, c'est que si j'avais eu le choix, si j'avais pas lu cet auteur pour cette vidéo, clairement j'aurais abandonné avant. Clair et net. Dans la fin d'un roman de famille, un petit garçon raconte en fait plus ou moins à travers des jeux, les mondes imaginaires dans lesquels il vit. Ces mondes imaginaires, en fait, sont alimentés par les histoires que son grand-père peut lui raconter. Il se trouve que son grand-père lui raconte un petit peu des histoires sur leurs ancêtres. Sauf qu'on ne sait pas très bien ce qui est réel de ce qui est inventé. Imaginaire, complètement fictif, ce qui fait partie du folklore hongrois ou pas du tout, ce qui est véridique, avéré, de ce qui ne l'est absolument pas. Et ce qui fait l'attrait de ce roman, mais qui peut gêner pour certains, dont moi, c'est que le petit garçon, en fait, va re-raconter les histoires de son grand-père, sauf que, bien évidemment, avec son âge, il va les transformer. Ces histoires sont hachées, la structure du texte est un peu difficile à suivre parfois. On ne sait jamais vraiment qui est le vrai narrateur. Et ça change très rapidement, ça change d'une ligne à l'autre, sans aucun d'ailleurs changement de paragraphe. Ça n'a pas l'air d'être vraiment le but principal de l'auteur d'avoir un récit organisé. On sent qu'il y a une espèce de stream of consciousness dans la transmission des récits divers et variés qui constitue l'espèce de chronologie familiale qui remonte à des temps très anciens. C'est super dur à suivre, super complexe. J'ai eu du mal à finir. J'ai eu un mal de chien à finir. Et au final, j'en suis ressortie sans vraiment savoir ce que j'avais lu. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je suis pas forcément sûre. Le deuxième, le livre des mémoires, donc en fait, il fait 700 pages en anglais. Donc, vous imaginez bien qu'en français, la traduction est toujours plus longue que les textes anglais, donc ça aurait été vachement plus long. J'avais que 2 jours avant mon départ pour le finir. Donc, vous pensez bien que j'ai pas eu le temps, du coup, de le finir. J'en ai lu 80 pages. Et en fait, je me suis arrêtée au bout d'un moment parce que ça servait à rien. J'avais la même expérience qu'avec l'autre roman et je suis vraiment pas sûre d'avoir compris exactement de quoi il parlait. Je suis même pas capable de vous dire un petit peu les tenants et les aboutissants de ce roman. C'est juste que apparemment c'est le roman de Peter Nadash et qu'il faut absolument avoir lu. Moi, c'est fini, Peter Nadash, je vous le dis. On enchaîne avec Magda Szabó.
Ah, Magda. Magda, elle est vue comme une espèce d'icône. Elle est encensée. Comme tous les autres, elle a reçu plein de prix. Et j'ai eu beaucoup de mal. J'en ai lu 2, encore une fois. J'ai lu Abigail et La Porte. La Porte a été adaptée en livre. Abigail a été adaptée en série. J'ai l'impression que tout ce qu'elle touche, s'est adapté. Je comprends pas vraiment ce que les gens apprécient chez elle. Elle a vraiment énormément de succès. En France, apparemment, La Porte a été un succès phénoménal, plébiscité par le magazine Elle. Chacun son truc, mais moi, c'était pas du tout ma tasse de thé. Le problème avec Magda Szabó, en ce qui me concerne, c'est que il y a énormément de répétitions. Et puis, ces suspens sont nuls. Ils tombent complètement tout le temps dans la soupe. On s'en fout. Le suspense est généralement entretenu et donc on se demande souvent pendant le bouquin, surtout dans La Porte, ah mais que se passe-t-il? Qu'y a-t-il de caché derrière cette porte? Mais pourquoi donc cette femme agit comme cela? Eh bien, en fait, les explications font un four parce que honnêtement, l'intérêt ne vaut pas le suspense construit. Et encore, le suspense n'est pas non plus construit comme un thriller, c'est-à-dire pas de manière à vous faire manger les ongles tellement vous en pouvez plus de savoir ce qui va se passer. Non, pas du tout. Et puis dans Abigail, alors là c'est encore pire, c'est-à-dire que le suspense n'existe quasi pas. C'est-à-dire on comprend tellement vite le mini-mystère mis en place que finir tout le bouquin, c'est presque une corvée, quoi. Et quand on arrive d'ailleurs à la fin, on se rend compte que ça n'avait strictement aucun intérêt. Encore une fois, tout ça pour ça. Pour moi, ça fait un peu roman de gare. On va commencer avec le roman Abigail. Lui, c'est l'histoire d'une jeune demoiselle qui vit à Budapest. Elle a environ 15 ans. Son père la place dans une école pour filles catholiques, hyper reculée dans le pays. Et le problème, c'est que la jeune fille ne s'habitue pas du tout à l'ambiance et puis aux exigences de l'école, aux tenues strictes, etc., etc. Et puis, elle se fait pas franchement des amis dès le départ. Alors, elle essaie de s'enfuir, sauf que, oulala, la statue du jardin, qui se nomme Abigail, lui fait passer le message qu'il ne faut absolument pas qu'elle bouge. L'intrigue, on va s'arrêter là. Disons que ça tourne autour de cette statue. Qui est cette statue? Est-ce que c'est vraiment la statue qui parle? Toutes les filles de l'école ont l'air de croire que cette statue les aide vraiment. Mais en fait, quelle est la réalité? Bon, voilà. Et il y a beaucoup de ces questions qui trouvent leur réponse assez rapidement dans le récit. Ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est surtout super long pour ce que c'est, super répétitif. Et les seuls moments intéressants finalement sont ceux où son père vient la voir et on découvre que c'est un rebelle qui fait partie de la rébellion contre les forces de l'Axe qui ont envahi la Hongrie. Ça, c'est intéressant. Et les autres aspects intéressants, c'est des aspects historico-culturels, à savoir quand elle part en ville et qu'il n'y a plus rien de dispo dans les magasins. Mais le problème, c'est que c'est vraiment des choses tellement minimes dans l'intégralité du récit que y trouver son intérêt, c'est un peu compliqué. Grand succès phénoménal. Il m'a été recommandé par rapport à d'autres qui étaient disponibles à Stanford en français. Donc celui-là, je l'ai lu en anglais, mais c'est pas parce que je l'ai lu en anglais que j'ai vraiment rien compris et que j'ai pas pu apprécier. Quant à La Porte, c'est l'histoire d'un couple, on va dire, formé par une femme de ménage, une vieille femme de ménage et sa maîtresse. Donc en fait, la maîtresse cherche une femme de ménage, on lui fait des recommandations et cette très vieille femme arrive dans leur vie et elle est extrêmement spéciale. C'est le genre de femme avec qui on n'a pas envie d'avoir des problèmes, qui a des opinions très fermes, qui fait ce qu'elle veut avec son emploi du temps, etc., etc. Dans ce bouquin, une relation assez complexe va se développer entre les deux et c'est constamment du je t'aime moi non plus et c'est insupportable. Ça m'a saoulée très vite parce que c'est un montagne russe d'émotions pour la maîtresse. C'est super, super chiant. Le livre commence par cette phrase choc. Oh, c'est moi qui ai tué Emerance. Donc, waouh! On se dit c'est fou, qu'est-ce qu'elle a fait, comment ça va se passer, oh mon Dieu, il faut que je lise. Et puis le titre, La Porte, hein, donc on se dit ah mais qui y a-t-il derrière cette porte? Et plus on rentre dans le récit, plus on se dit bah oui mais bon, je m'en fous. Le suspense dévoilé par le titre ou par cette première phrase n'est pas maintenu. Encore une fois, cette autrice a l'air d'être complètement adulée. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas aimé, je recommencerai jamais. On va brièvement parler maintenant de Laszlo Krasznahorkai. Lui, il surfe un petit peu sur la même vague que Peter Nadash. Néanmoins, il a une très très belle écriture, un style
très fluide, mais à la fois avec des phrases complexes. On a toujours quelque chose de très vif, de très coloré, de très puissant et surtout de très imagé. On comprend vraiment tout ce qu'il décrit, on visualise sans problème. Néanmoins, comme je disais, il a un petit côté Peter Nadosh parce que, bon, en termes de déroulé d'action, d'histoire, etc., on se retrouve avec un manque de vision. Pour le lecteur, c'est un petit peu compliqué peut-être parfois d'arriver à suivre les choses, c'est-à-dire qu'on a aussi encore une fois un courant de pensée, un courant de narration, des choses qui s'enchaînent sans réelle pause. Comme d'habitude, c'est toujours un petit peu compliqué à suivre, mais c'est tellement bien foutu qu'on continue à lire. Ça, c'est vraiment un autre auteur qui m'a plu. Il a écrit aussi La mélancolie de la résistance. Alors lui, c'est carrément considéré comme son meilleur bouquin. Je crois que c'était son deuxième parce que le premier, Tango de Satan, que j'ai lu, était son premier roman qui a été couronné de succès, mais apparemment vraiment La mélancolie de la résistance, c'est le deuxième que j'aurais lu si j'avais eu le temps. C'est vraiment un livre qui apparemment marque son œuvre. Tango de Satan, c'est l'histoire de gens paumés dans une espèce de coopérative au fin fond de la Hongrie sans que ce soit vraiment nommé. La période n'est pas définie, mais on a l'impression quand même que ça pourrait se développer, se dérouler un petit peu n'importe quand. Ces gens dans la coopérative, en fait, ils ont plus aucun espoir parce qu'ils produisent plus rien, il n'y a plus rien, tout le monde est parti. Il reste une espèce d'incorrigible gaulois. On ne sait pas trop ce qu'ils attendent, mais ils attendent. Et quand ils apprennent finalement que deux personnes qu'ils pensaient mortes vont revenir, alors certains vont les prendre pour le Messie et d'autres vont un peu les voir comme le retour de Satan, le mal incarné. C'est pas aisé à suivre. Derrière ça, il y a une espèce d'histoire sur la mort d'une petite fille, mais c'est pas non plus le cœur de l'histoire, c'est pas le cœur de l'intrigue. C'est juste que c'est une espèce de prétexte, je pense, pour montrer un peu comment les deux zigotos fonctionnent. Ce roman se finit un petit peu en queue de poisson, on ne sait pas trop quel est son intérêt. C'est le problème, c'est que l'auteur est super intéressant à cause de son écriture, mais si toute son œuvre est comme ça devient compliqué. Et pour terminer cette vidéo, on va parler de Agota Christoph. Elle, en fait, écrit en français. Elle est née en Hongrie, mais elle a émigré en Suisse quand elle avait à peu près la vingtaine pour fuir les soviétiques. De là, elle s'est mise à écrire dans sa langue d'adoption. Bien qu'apparemment, selon la page Wikipédia, elle a un peu toujours lutté avec cette langue. Toute son œuvre est en français. Elle est surtout célèbre pour la trilogie des jumeaux, qui commence par Le Grand Cahier, et c'est le seul que j'ai lu. Encore une fois, j'aurais bien aimé en lire plus, mais le temps m'a manqué. Dans la trilogie des jumeaux et le tome 1, Le Grand Cahier, on découvre une paire de jumeaux, des adolescents qui ont à peu près, je sais plus très bien, 13-14 ans, et ils sont en fait amenés par leur mère chez leur grand-mère dans la campagne, alors que c'est la guerre. Et donc en fait, pour protéger les enfants, on les envoie à la campagne chez leurs grands-parents, etc., etc. Il se trouve qu'ils ont été élevés dans la ville avec de l'argent, et ils se retrouvent avec strictement plus rien, puisque la grand-mère en question vit dans la pauvreté la plus totale, dans la saleté, dans le dénuement, et surtout s'occupe absolument pas des garçons. Et les garçons, en fait, ils vont essayer d'apprendre la vie via des expériences qu'ils vont mettre en place. Ils font leur propre éducation. Ils ont l'air d'avoir un manque de sentiments, ont l'air de montrer une forme d'autisme ou de syndrome d'Asperger, ou en tout cas des problèmes un petit peu sociaux. Ils sont vraiment marginaux. C'est-à-dire que à partir du moment où on se distingue du reste du troupeau, on devient marginal dans ce monde. Eux, en fait, ils vont plutôt baser leurs actions et leurs choix et leurs idées sur une forme de pragmatisme et de réalisme et de logique. Disons que ça manque d'émotion, ils ne font aucun choix, ils ne comprennent pas les émotions. Et puis en plus, comme ils n'ont pas été très exposés à la société, ils sont extrêmement naïfs sur beaucoup de choses. C'est comme ça qu'on assiste à des scènes assez crues qu'ils n'arrivent pas forcément à identifier. Et donc, le roman les suit alors qu'ils vont vivre et faire leur apprentissage un peu spécifique, un peu spécial. Quand on commence ce livre, c'est assez perturbant parce que les phrases sont très simples, c'est du présent, les phrases s'enchaînent. Et puis comme c'est très très factuel, on a finalement un petit peu de mal à rentrer dedans. Et au départ, on peut avoir cette pensée de mais qu'est-ce que c'est que ce style? Qu'est-ce que c'est que cette enfin, elle écrit tout le temps comme ça, cette femme, quoi. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure de la lecture que c'est écrit de la manière dont les jumeaux pensent. Et c'est pour ça que c'est très froid. Il n'y a pas du tout d'émotion, c'est raconté comme c'est vu et comme c'est vécu. Et en fait, c'est ça qui fait la force de ce bouquin. C'est ça qui le rend presque captive. J'ai en tout cas envie de poursuivre l'aventure, peut-être pas forcément avec le reste de son œuvre, mais en tout cas finir cette trilogie des jumeaux parce que à la fin,
ils prennent évidemment leur envol d'une manière assez spéciale. Bien évidemment, l'éthique a une grande place dans cette œuvre, une éthique qu'on peut questionner, interroger, des enjeux un petit peu philosophiques. Mais c'est ce qui fait qu'on a quand même envie de poursuivre cette aventure. Me voilà de retour à Budapest pour la fin de cette vidéo. Je suis ici dans le quartier du château. Alors vous l'avez compris, il y a des auteurs que j'ai préférés par rapport à d'autres, notamment Imre Kertész, László Krasznahorkai et puis Sándor Márai. Si vous voulez poursuivre l'aventure et découvrir un petit peu plus de la littérature hongroise, vous pouvez consulter ces autres auteurs que moi j'ai pas du tout eu le temps de lire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez consulter sur mon site internet livriothèque.free.fr les critiques des livres que j'ai commentés dans cette vidéo aussi. N'oubliez pas qu'on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Vous pouvez d'ailleurs consulter les autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles littératures. Le premier auteur dont on va parler, c'est Frigyes. C'est que là, je filme toute seule et d'habitude, je souffre avec quelqu'un, mais là, je souffre toute seule. Quand il écrit son absurde, c'est pas non plus du Kafka, néanmoins, ça peut faire parfois penser à du Kafka. Et je me gratte, purée. C'est horrible. Ah!